Alors que la guerre en Ukraine fait rage, retour ce soir sur une autre crise qui a bousculé l'actualité mondiale récente. Le 15 août 2021, Kaboul tombait aux mains des talibans, 20 ans après en avoir été chassé par l'intervention militaire américaine et l'invasion du pays. David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan, publie les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, édition de l'Observatoire. Bonsoir monsieur l'ambassadeur, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Bonsoir. Difficile de ne pas commencer par cette guerre en Ukraine. Cela fait 26 jours que la Russie a envahi ce pays voisin de la Russie. Les États-Unis sont-ils, selon vous, à la hauteur dans cette crise? Je cite cet acteur, pourquoi? Parce que forcément, on va parler de la débâcle américaine d'Afghanistan. Qu'en pensez-vous? Alors d'abord, je dois bien sûr préciser que je ne suis pas autorisé ou légitime pour parler de la guerre en Ukraine. Mais néanmoins, j'ai entendu les déclarations des autorités américaines et effectivement, ils sont à la hauteur de leur rôle dans le monde, de leurs engagements internationaux et ils expriment, ce faisant, la solidarité À travers de les l'Occident. sanctions, vous voulez dire? À travers cette posture et à travers les sanctions, effectivement, on sent qu'il y a une posture particulièrement vigilante. Est-ce que vous diriez que ce que l'on a qualifié de fiasco américain en Afghanistan a pu jouer dans l'esprit de Vladimir Poutine en se disant, bon, bah, très bien, si les États-Unis sont capables de partir de la sorte, on peut faire ce qu'on veut? Alors, moi, je ne qualifierais pas ça de fiasco, mais il est très possible que le leadership politico-militaire russe ait perçu, ressenti, analysé le changement américain en Afghanistan comme une évolution forte, durable, et forcément qu'ils aient pu y voir une inflexion et donc une ouverture. En effet, les Américains ont décidé de se retirer d'Afghanistan et donc au final, ils ont pu donner l'impression que la sauvegarde des intérêts de leurs alliés, et en l'occurrence des républicains afghans, n'était plus l'objectif prioritaire. C'était un objectif mais secondaire, et l'objectif prioritaire, c'était bien de retirer les troupes. Cela, plus le pivot chinois, c'est-à-dire le fait de désigner le péril chinois ou l'enjeu chinois comme l'enjeu prioritaire. Notamment à travers tout ça l'Indo-Pacifique, cette région de l'Indo-Pacifique. David Martinon, les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, avant de vous entendre, parce que ça paraît peut-être évident pour nous, même si on sait que les images ont fait le tour du monde, avant de vous entendre, Guillaume Villadier va revenir justement sur ce jour où tout a basculé au mois d'août dernier. Regardez. Il leur aura fallu moins de 24 heures pour s'emparer de la capitale afghane. Le 15 août dernier, devant les caméras d'Al Jazeera, les talibans s'installent dans le palais présidentiel. Tout cela n'a été possible qu'avec l'aide d'Allah Tout-Puissant. Allah nous a accordé des victoires et des réalisations qui n'ont pas d'équivalent dans le monde. 20 ans après avoir été chassés par la coalition menée par Washington, les talibans paradent dans les rues. La plupart des habitants se cachent, les femmes surtout. Personne ne se soucie de nous. L'histoire nous oubliera peu à peu. À l'aéroport, c'est le chaos. Beaucoup sont prêts à fuir le pays et à monter par n'importe quel moyen dans les avions que les pays occidentaux ont dépêchés pour évacuer leurs ressortissants. Pour la Maison-Blanche, la débâcle est totale. La vérité, c'est que tout cela s'est déroulé plus rapidement que nous l'avions prévu. Joe Biden en est réduit à négocier quelques jours de sécurité, le temps d'évacuer ses ressortissants et ses dernières troupes. Il aura 15 jours, pas un de plus. Le 30 août, le dernier avion américain quitte Kaboul, en pleine nuit, sous les tirs de victoire des talibans, qui prennent aussitôt le contrôle de l'aéroport et de tout un pays. Désormais, les Afghans ne peuvent compter que sur eux-mêmes. David Martinon est toujours ambassadeur de France en Afghanistan, même si vous êtes aujourd'hui, vu la situation à Paris. Vous avez passé 33 mois sur place, c'est presque 3 ans. Est-ce que vous attendiez d'abord en quelques mots à ce départ des Américains, départ précipité dans la catastrophe? Alors, départ des Américains, oui, c'était écrit, c'était une promesse de campagne du président Obama, du président Trump, et confirmée par le candidat Biden, puis le président Biden. Mais dans ces conditions? Donc, dans ces conditions, on savait que
de toute façon, au moment où les choses se cristalliseraient, il n'y avait qu'un seul point de sortie en Afghanistan, c'est l'aéroport de Kaboul. Et donc dans ces conditions, il y avait un risque d'engorgement. C'est la raison pour laquelle nous avions évacué tous nos collègues afghans, tous nos employés afghans, des mois avant, parce qu'on était certain qu'il y aurait forcément un phénomène d'engorgement et possiblement de panique. Ouais, pour autant, pour vous, c'était pas plié, loin de là. C'était quoi l'urgence à ce moment-là? Vous décrivez de manière très précise, ça se lit comme un polar, votre livre, mais il n'y a pas de fiction. Ce sont des faits réels, avec des photos de membres de votre équipe, des services militaires notamment, de police également. C'est quoi l'urgence à ce moment-là? Le 15 août, pour nous, l'urgence, c'est de fermer l'ambassade le plus proprement possible pour permettre une réouverture dès que possible. Ça veut dire détruire les archives et notamment tous les dossiers nominatifs pour qu'ils ne puissent pas être trouvés par les futurs maîtres de Kaboul. Ça veut dire détruire nos communications, détruire l'excédent d'armes. Ça veut dire neutraliser les voitures blindées, des choses comme ça. Et puis surtout, récupérer tout le monde et les évacuer vers l'aéroport, qui est notre dernier point dur avant une évacuation finale. Et on laisse bien entendu nos téléspectatrices et téléspectateurs lire votre ouvrage, c'est vraiment très enrichissant. On aimerait tout de même ouvrir avec vous aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, sur l'avenir de l'Afghanistan, ce qui se passe aujourd'hui concrètement, mais on a aussi envie de vous demander pourquoi tous ces Afghans qui ont pris des risques inconsidérés, qui ont travaillé au plus près de la France, pour l'armée française notamment, n'ont pas pu être accueillis en France aujourd'hui. Justement, ils l'ont pu. C'est précisément ce qu'on a fait, nous. Moi, 15 mois avant la chute de Kaboul, je suis retourné à Paris. J'ai dit à mes autorités, voilà, le scénario le plus probable, c'est celui d'une victoire complète et rapide des talibans après le départ des soldats américains. Si c'est ça, il faudra fermer l'ambassade pour des raisons politiques et de sécurité. Et si c'est ça, je veux laisser personne derrière. Alors et la réponse a été oui, et donc nous l'avons fait. Alors l'une de nos équipes à TV5 Monde n'a pas du tout le même avis, monsieur l'ambassadeur. On va parler des PCRL que vous connaissez très bien, personnel civil de recrutement local. 6 travaillant au procureur de la DGSE ont pu arriver en France. Une trentaine seraient encore en Afghanistan. Certains sont en contact avec nous. Et il y a cette note qu'on va voir de l'ambassade de France du 3 juin 2021, une fiche sur la mise à jour de la situation sécuritaire et des menaces qui pèsent contre ces PCRL. Il est clairement écrit, les PCRL ayant servi la France ne sont pas particulièrement je confirme, ciblés. C'est moi qui l'ai signé. Ouais, et pour autant, alors là on est le 3 juin et il y a eu un assassinat de Bassir Abdoul Bassir, le 22 juin, cuisinier de l'armée française. Il est assassiné. Sauf que c'est faux. Pourquoi ? Je suis désolé de vous le dire, mais cette histoire est fausse. Nous avons enquêté. C'est d'ailleurs je le raconte précisément dans le livre. Là, on parle de la période d'avant. Ouais. C'est-à-dire qu'avant la chute de Kaboul, avant la victoire des talibans, les PCRL français, ceux qui restent, puisque à ce moment-là, nous avons déjà évacué plus de 1000 personnes depuis 2013. Sur combien ? C'est difficile à dire parce que les candidatures sont arrivées au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont manifestés, y compris au mois de juillet, au mois d'août, en disant « je suis PCRL ». Avant le 15 août. Oui. Et en l'occurrence, on nous a effectivement rapporté qu'un PCRL, il y a même eu un article dans la presse avec une seule source, qui était elle-même pas fiable. On nous a dit qu'un PCRL avait été assassiné par les talibans. Nous avons enquêté. Nous avons contacté le chef de police de la province du Wardak, là où ça s'est passé. Personne n'a eu trace d'un assassinat ainsi. On est certain que cet homme est mort, mais on n'a absolument aucune preuve que ça se soit fait à un checkpoint ou que ça soit fait autrement. On pense que c'est une roadside bomb. Mais donc voilà. Pourquoi, pardon ? Donc ça, un explosif, une mine artisanale le long d'une route. Juste donc cette histoire est fausse, et je le répète. Alors c'est votre version, mais non, c'est pas une version. Sur une trentaine. C'est vérifié, constaté. Selon ce que la France a essayé de. Voilà. Une trentaine sera encore sur place selon nos informations. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui, la France, à leur tendre la main et à les rapatrier, y compris d'ailleurs avec leur famille, parce qu'il me semble que ceux que vous avez cités, leur famille n'a pas pu venir forcément. Ce sont des venues individuelles ou leur famille peut venir ? Non, c'est faux. Toutes les familles viennent ? C'est complètement faux. Tous les PCRL que la France a mis en sécurité entre 2013, 2015, 2018 et 2021 sont tous partis avec leur famille nucléaire, c'est-à-dire conjointes et enfants. Ouais. Mais si vous avez des informations sur des personnels qui resteraient sur place, la France les accueillerait sans... Mais nous avons continué à le faire. Nous l'avons fait pendant le mois d'août pour ceux qui se sont manifestés après. Nous avons évacué encore, nous avons fait des opérations pour sortir ceux qui se sont manifestés dans les derniers.
dont les dossiers avaient été examinés par le ministère des Armées et le ministère de l'Intérieur et qui avaient été rejetés. Ne me demandez pas pourquoi, mais enfin, on peut faire crédit à l'État français d'avoir fait le travail correctement et rigoureusement. Et pour ceux, et depuis notre retour de Kaboul, fin août, nous avons encore ramené 700 personnes en 10 vols. Donc on a vraiment fait autant qu'on pouvait. J'aimerais juste ouvrir sur cette question-là. Pour le coup, on voit quand même que vous êtes aussi attaché à ce pays et pour cause, presque 3 ans sur place. Est-ce que vous ne sentez pas aujourd'hui, comme le disent certains, qu'il y a un manque d'empathie envers des réfugiés, notamment afghans par exemple, par rapport aux réfugiés ukrainiens? Quel regard portez-vous sur cela ? Je trouve que cette tentative de culpabiliser les Français en leur faisant croire qu'ils auraient manqué d'empathie à l'égard des Afghans est ridicule et même très choquante. Il n'y a pas eu un accueil massif, monsieur l'ambassadeur. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, parce que des Afghans, il y en a dans toute la France. Il y en a en Normandie, il y en a dans le sud de la France, il y en a partout. Ils ont été accueillis par des maires, par des collectivités locales, absolument partout. Et donc, on a évacué, nous l'ambassade, 650 personnes. Ça, c'était l'opération qui s'est terminée en juillet, avec tous nos collaborateurs. On a évacué 2800 personnes en août. Encore 700 personnes depuis le 1er septembre. Tous ont été accueillis, tous sont traités par l'OFPRA. Donc non, on ne peut absolument pas dire ça. L'avenir de l'Afghanistan, David Martinon, faut-il négocier? Alors d'abord, peut-être c'est le nouvel an perse, c'est Nowruz aujourd'hui, vous le savez monsieur l'ambassadeur, c'est la rentrée des classes en principe. Les filles de 12 ans, vous le dites dans votre livre à la fin, ne peuvent plus aller à l'école de 12 ans et plus. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez des informations en cette rentrée scolaire? Et on est en train de vérifier, puisque les autorités talebs se sont engagées à à permettre à nouveau le retour des filles dans les écoles, simplement avec des restrictions qui tiennent à la non-mixité des classes, ce qui impose des contraintes logistiques particulières. Et donc on va vérifier s'ils tiennent leur engagement. Mais la rentrée des classes est échelonnée selon les provinces. Est-ce qu'il faut négocier avec le régime des talibans? Est-ce qu'il faut intégrer ce régime dans le concert des nations, comme on dit, selon vous? Alors, la communauté internationale a fixé des conditions à la reconnaissance, fixées notamment celui de l'éducation des filles, les droits de l'homme en général. Pour le moment, nous considérons que ces conditions ne sont absolument pas remplies et qu'il y a encore beaucoup de travail de la part des autorités talebs. Ça ne nous empêche pas de leur parler, c'est absolument nécessaire pour des raisons. Il faut parler à tout le monde, c'est notre travail. Et ça ne vaut pas reconnaissance. Et si c'est le cas, vous retourneriez en tant qu'ambassadeur de France à Kaboul sans... Là, c'est pas à moi de décider de ça. Ce sont mes autorités qui décident de la posture française. Mais ça vous gênerait de représenter la France sous ce régime des talibans? Ou pas du tout? Moi, j'arrive un peu au bout de mon mandat. Vous avez dit que j'avais passé 33 mois là-bas, plus 7 mois à Paris. Je pense que ce sera probablement quelqu'un d'autre qui le fera. Nous avons aujourd'hui un émissaire en charge du dialogue avec les talibans. Merci beaucoup David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan. Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, témoignage exclusif donc de l'ambassadeur de France en Afghanistan, édition de l'Observateur. Merci à vous.